Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire d'introduction de la semaine du e-commerce des biens de consommation. Nous en sommes à sa 6e édition. Et avant de commencer, quelques recommandations. Nous sommes du coup sur ce premier webinaire sur un format flash. L'idée est de vous fournir une photographie de ce qu'est l'e-commerce à date, de balayer les enjeux et les tendances de 2026, et tout cela dans un objectif de donner des perspectives aux contenus qui vont suivre tout au long de cette semaine. Donc c'est un webinaire qui sera assez rapide et assez descendant. Il n'y aura pas énormément de temps pour l'interaction, mais n'hésitez pas à réagir dans le chat si vous le souhaitez. Cette semaine du e-commerce est portée par ADOC, donc ADOC qui est l'agence d'attractivité et de développement de la région Occitanie. Vous avez peut-être remarqué que le mot attractivité s'était ajouté à développement, puisque depuis le début de l'année 2026, ADOC s'est rapproché du CRTLO, donc le Comité régional de tourisme et de loisirs d'Occitanie. Et on ne forme aujourd'hui qu'une seule et même agence, toujours sur le nom d'ADOC. Sur le volet du développement économique, donc nous sommes présents pour accompagner toutes les entreprises d'Occitanie à toutes les phases de leur développement, au moment de la création, sur des thématiques d'innovation, sur des problématiques de croissance, de développement commercial en France et à l'export. Et nous avons des antennes dans tous les départements d'Occitanie, donc n'hésitez pas à solliciter vos contacts de proximité. Sur ce dernier volet du coup du développement commercial sur les marchés France et export, nous vous proposons du coup toute l'équipe un accompagnement transversal ici encore, depuis l'élaboration de votre projet commercial jusqu'à la mise en relation directe avec les acheteurs professionnels des marchés que vous visez en France et à l'international. À noter que nous avons un accompagnement complémentaire pour les entreprises adhérentes aux marques régionales fabriquées en Occitanie et Occitanie Sud de France, l'adhésion qui est bien sûr gratuite, et nous avons des opportunités business qui leur sont spécifiquement réservées. Vos contacts, donc on les a remis par filière, puisqu'aujourd'hui on est sur du transversal filière biens de consommation. N'hésitez pas à revenir vers nous, vers ces adresses génériques pour avoir plus d'informations sur nos programmes d'action. Et donc, pour finir sur cette introduction, cette 6e semaine du e-commerce s'inscrit dans le cadre de ce premier levier, donc sensibilisation, information, appui technique, et s'inscrit dans la continuité des semaines précédentes, puisque nous avons lancé ces séries de webinaires en post-Covid. Nous avons sondé à ce moment-là un besoin d'accompagnement sur ce canal de vente, de la vente en ligne. La semaine était initialement 100% alimentaire, puis elle s'est étendue à tous les biens de consommation en 2023. Donc vous pouvez voir, là, on a repris rapidement. Il y a eu beaucoup de thématiques qui ont été traitées en 6 ans. L'idée, c'est d'en explorer chaque année de nouvelles. Mais en tout cas, n'hésitez pas à consulter la chaîne YouTube d'ADOC pour revoir ces webinaires en replay. Le programme de cette semaine, vous le connaissez. Juste après ce webinaire d'introduction, je laisserai la parole au docteur Nora Berberi, experte en intelligence artificielle. On vous remettra d'ailleurs le lien Teams en fin de webinaire, puisque ce sera dans un autre webinaire. Puis nous continuerons demain avec une thématique sur la logistique, en partenariat avec la Chambre des métiers et d'artisanat d'Occitanie. Mercredi, nous traiterons Grand Export et Sautier Bérénice vous présenteront l'opération de référencement produits d'Occitanie France Atome. Et enfin, nous clôturerons cette semaine, jeudi après-midi, avec la session dédiée à la cybersécurité en partenariat avec Cyberrock. Voilà, donc un programme bien dense. Si jamais vous voulez modifier votre inscription et vous connecter à plus de webinaires, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous fera suivre les liens. Et nous rentrons maintenant dans le vif du sujet avec ce webinaire introductif. Donc je vous le rappelle, son objectif, c'est de planter le décor de façon très macro. Dans une première partie, on vous donnera les chiffres clés, des repères et des ordres de grandeur qui doivent vous aider à mieux appréhender les enjeux de ce canal de vente pour vos types de produits. Et dans un deuxième temps, nous balayerons les grandes tendances qui animent ce marché e-commerce en 2026. Donc, nous commençons tout en haut du tunnel par la conjoncture e-commerce à l'échelle mondiale. Nous avons ici des estimations de croissance pour l'année 2026, donc c'est pas du réalisé, c'est vraiment des estimations et des projections du cabinet ECDB qui est spécialisé dans l'e-commerce mondial. Donc en 2026, le marché e-commerce devrait franchir pour la première fois la barre symbolique des 5 000 milliards de dollars.
et certains vont même jusqu'à tabler d'ailleurs sur des 6 800 milliards de dollars. Donc, quoi qu'il en soit, les projections sont très optimistes et l'e-commerce conforte son rôle de pilier du commerce global avec une croissance estimée à plus 8,6. Ça, c'est les premiers chiffres. Mais derrière ce record des 5 000 milliards de dollars, nous avons une réalité plus contrastée avec des niveaux de maturité et des taux de croissance qui varient en fonction des zones géographiques. D'abord, si vous regardez le graphique qui est en haut à droite et on regarde les pourcentages qui sont en bas, ce sont les poids des zones dans l'e-commerce mondial. Donc on remarque tout d'abord que 2 zones représenteront en 2026 près des 3/4 du chiffre e-commerce mondial. Donc c'est énorme. On se parle donc de APAC, donc c'est l'Asie-Pacifique, et le North America, donc les États-Unis et le Canada. En comparaison, l'Europe représenterait 17% du e-commerce mondial. Donc ça, c'est vraiment pour se donner des ordres de grandeur. Si nous regardons maintenant les taux de croissance e-commerce, donc là, c'est en haut de l'histogramme, ce n'est plus l'Asie qui était en tête depuis des années, mais c'est bien l'Amérique latine qui afficherait en 2026 la dynamique la plus forte sur les marchés e-commerce, à plus 12,4%. C'est une croissance et un taux de croissance qui est presque mécanique, puisqu'en fait, l'Amérique latine, c'est un marché émergent peu mature sur l'e-commerce. Donc, la base client s'élargit, les filières e-commerce se structurent, notamment sur la logistique. Donc voilà, c'est une croissance assez naturelle et presque un rattrapage de cette zone-là. À noter aussi, un chiffre qui est intéressant, c'est que la zone Asie-Pacifique est certes plus en tête, mais on a encore un taux de croissance à 9,5%. D'où l'intérêt aussi de vous proposer ce mercredi un webinaire sur cette zone-là, puisqu'on est sur l'Asie-Pacifique. À l'inverse, on constate que les régions européennes, qui sont pourtant parmi les plus digitalisées au monde, enregistrent une croissance autour de 5%. Donc ça, c'est tout simplement le signe d'un marché mature et saturé. Et pour finir sur cette slide, on va dire de panorama mondial, un petit aperçu et un tour d'horizon des catégories de produits qui pèseront le plus en 2026. Cela vous permet aussi de vous situer un petit peu et de voir l'importance du canal de vente en ligne pour votre industrie. Donc, il n'y a pas de changement au niveau du classement par rapport à 2025. Nous avons toujours la mode en numéro 1, qui représente d'ailleurs 27,3% du chiffre d'affaires e-commerce à l'échelle mondiale, et qui suit une tendance de croissance qui équivaut au marché, qui est à plus 8,4. La mode est suivie par l'électronique, par les loisirs, le sport, et ensuite nous avons l'alimentaire, qui passerait cette année un seuil de maturité, puisque en 2026, 10% des ventes alimentaires mondiales devraient se faire en ligne. Donc c'est vraiment un gros changement, puisque l'alimentaire a été longtemps en retard sur l'e-commerce, notamment en raison de la complexité logistique associée aux produits frais. Et donc ce cap des 10% montre bien que les acteurs ont réussi à trouver un bon compromis, un compromis un peu hybride avec les modèles 100% en ligne et la distribution rapide qui s'appuie sur des logistiques, sur la distribution classique. Une dernière chose intéressante sur l'alimentaire, c'est le secteur qui a l'estimation de croissance la plus élevée au niveau mondial, plus 14,4%, donc il y a vraiment un rattrapage qui est en marche. Enfin, nous finissons du coup ce top secteur avec les produits beauté, bien-être et la maison qui pèsent tous deux 9% du chiffre d'affaires e-commerce mondial et qui sont en progression de plus 8 à 9%. Voilà, donc là, pas mal de chiffres, mais qui vous donnent vraiment une photographie de ce qui se passe au niveau mondial sur l'e-commerce des biens de consommation. On passe maintenant au paysage du e-commerce en France. Donc là, il ne s'agit pas de projection 2026, mais bien du bilan consolidé de 2025, qui est fait par la FEVAD, donc qui est le syndicat professionnel référent de la vente en ligne en France. Donc, ce que nous dit ce bilan, c'est que l'e-commerce, tout produit confondu, représente en France presque 200 milliards d'euros et a progressé de 7% en 2025, soit légèrement moins qu'en 2024, mais c'était déjà le cas au niveau mondial. On a en France, si on regarde un peu ce qui se passe au niveau des shoppers, de plus en plus de cyber-acheteurs actifs. On a un nombre de transactions en ligne qui progresse de 10%. Et ces transactions sont d'ailleurs soutenues par l'usage du mobile qui se développe énormément, puisque, chiffre important, il y a 60% des achats en ligne qui se font, plus de 60%, pardon, qui se font avec un téléphone mobile. Ça, c'est important.
Il y a plus de transactions, mais un panier moyen en baisse, comme c'est dans le cas dans le commerce au global en France. Et ça s'explique face au contexte politique, économique, géopolitique incertain. On observe que les ménages arbitrent dans leurs dépenses aussi bien en retail qu'en ligne. On a voilà, du coup une gestion budgétaire plus rigoureuse qui se matérialise d'ailleurs et qui s'illustre par le succès des grands temps forts promotionnels comme les soldes, le Black Friday, etc., qui rassemblent un tiers du chiffre d'affaires annuel. Donc un tiers du chiffre d'affaires annuel e-commerce est fait sur ces grands temps forts promotionnels. Cependant, quand on regarde un peu plus dans le détail, ces arbitrages ne s'appliquent pas de la même façon sur tous les postes de dépenses. On voit par exemple que le secteur du voyage échappe à ces arbitrages puisqu'il progresse de 17% en 2025. Et au contraire, la billetterie est en repli de 6%. Donc on voit bien que les sorties culturelles et les loisirs deviennent une variable d'ajustement pour les consommateurs. Donc le gros du e-commerce se fait sur les services, puisque ça représente 61% du chiffre d'affaires en France, et les produits représentent quasiment 40% du e-commerce en France. Ils évoluent de 4% en 2025, donc c'est un peu moins que les 7% sur le total produit. Et sur les produits physiques, du coup, on va regarder de la même façon un ranking, mais c'est pas tout à fait le même qu'au niveau mondial, puisque là, c'est un ranking par nombre de clients et non par chiffre d'affaires généré. Et j'ai encadré, du coup, les catégories de produits que vous représentez aujourd'hui, puisqu'on a aussi bien des entreprises de la mode, beauté, santé, meubles, décoration, aménagement et de l'alimentation, que ce soit agro ou vin. Si on rentre dans le détail de vos familles de produits, donc là, l'idée, c'est vraiment pas d'être exhaustif, mais pareil, de donner, on va dire, une photographie assez macro de ce qui se passe. Je vous ai remis dans les slides qui suivent les données clés par secteur. On retrouve à chaque fois le nombre de foyers acheteurs, l'évolution de la catégorie sur l'année et le poids que représente l'e-commerce. Et vous avez ensuite les enjeux et opportunités qui s'offrent à vous sur la vente en ligne pour vos types de produits. Donc, si on détaille un petit peu, donc pour la mode, c'est la catégorie qui est la plus achetée en ligne, comme c'est le cas au niveau mondial. L'e-commerce représente 22% des ventes, donc c'est presque un quart des ventes de mode accessoires qui se font en ligne. Et les principaux enjeux et opportunités de la mode en ligne, c'est une concurrence très forte avec une concentration des flux par les gros acteurs. Donc, notamment, je vous ai mis quelques logos que vous devez connaître en bas, qui sont les plus gros faiseurs en fait sur la mode en France. Un autre enjeu fort, c'est le renouvellement constant des tendances et d'ailleurs une accélération sous l'effet des réseaux sociaux. Une guerre des prix aussi, impulsée notamment par l'entrée sur le marché d'acteurs comme Shein. Un autre enjeu majeur, c'est le retour produit élevé sur la mode et une opportunité peut-être, l'essor de la seconde main et du durable. Si on va sur la maison et la décoration, donc là, on est sur un taux de pénétration légèrement inférieur à celui de la mode, puisqu'on a 41% d'acheteurs. L'e-commerce représente environ un quart des ventes en valeur. Et les principaux enjeux ici, alors il y en a qui se recoupent avec la mode, hein, notamment la concurrence forte de plateformes importantes, d'ailleurs soit des plateformes pure player, donc vraiment strictement e-commerce, soit des plateformes retail qui se sont mises au e-commerce comme Leroy Merlin. Une spécificité sur ce marché-là, c'est la problématique des produits volumineux qui engendrent du coup des frais et une logistique particulière. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Une opportunité aussi, c'est l'importance des réseaux sociaux, notamment comme Pinterest, voilà, qui peuvent avoir vraiment de l'influence sur l'acte d'achat de vos clients. Un besoin des consommateurs de se projeter dans leur intérieur, ça c'est vraiment spécifique aussi à ce secteur. Et l'importance des avis générés par les consommateurs. C'est vrai que tout ce qui est avis clients, recommandations, etc., sont vraiment un vrai levier de conversion sur ces marchés-là. Pour ces deux familles, du coup, qui sont vraiment deux piliers du e-commerce, que ce soit au niveau mondial ou au niveau français, quelques pistes, hein, on balaye rapidement, mais quelques pistes pour relever ces défis. Bon, déjà, pour exister face à cette concurrence très, très concentrée, très capitalistique, nous, à titre d'entreprise régionale, peut-être l'important peut être de miser sur la différenciation et sur un positionnement fort, voire de niche.
valoriser l'authenticité avec des photos lifestyle, des vidéos d'installation, des mises en scène dans les réseaux sociaux, etc. Donc vraiment valoriser son authenticité. Proposer des offres aussi en cohérence avec l'attente sur la consommation responsable, et c'est vraiment un atout qu'on peut avoir aussi face à ces géants de l'e-commerce, euh, et surfer sur justement l'attente des consommateurs vers plus de responsables. Un dernier point important, et c'est valable pour ces deux secteurs d'activité aussi, c'est il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Et certains produits naissent de micro-tendances qui ont été captées à ce moment-là sur des TikTok ou des Instagram. Et donc, il y a vraiment une nécessité quand même de rester réactif pour capter ces pics de demande et ces micro-influences qui souvent euh, génèrent voilà, les innovations de demain. Passons au secteur de la beauté. Du coup, l'e-commerce pèse lourd, près de 30% du chiffre d'affaires global du secteur. Hop, mes petits chiffres s'apparaissent. Ici encore, on note une concurrence forte avec un marché dominé par des grandes enseignes comme Sephora, Amazon, Nocibé, etc. Les réseaux sociaux et les avis clients sont ici aussi stratégiques pour booster les ventes, notamment il y a beaucoup de mise en scène autour des routines, des tests produits, etc. Et les routines, justement, sont intéressantes pour votre discours produit, mais aussi pour augmenter le panier moyen et la fidélité des clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à capter. Sur un autre axe et une autre opportunité aussi sur ces produits-là, c'est la personnalisation de l'expérience qui est essentielle. Alors, il y a des diagnostics de peau, des recommandations de produits, des routines personnalisées qui sont proposées et les outils permettent de le faire maintenant. Et c'est toute cette personnalisation-là, et on en reparlera, sont vraiment un levier important pour augmenter l'engagement et la conversion et pour booster vos ventes. Enfin, focus sur l'e-commerce des biens de consommation qui continue de progresser. Il représente près de 13% des dépenses en France. Et du coup, la France est le deuxième marché le plus digitalisé d'Europe après le Royaume-Uni sur ces produits de grande consommation. Donc, on est assez performant. Si on focus sur l'alimentaire au sens large, l'e-commerce pèse 12% des ventes. On note une prépondérance de la grande distribution traditionnelle qui représente 63% des ventes en ligne. Le gros des volumes est donc réalisé par le circuit Drive. Le circuit Drive qui correspond, enfin, qui apporte vraiment une réponse très intéressante aux contraintes logistiques sur l'alimentaire, puisqu'on a un ratio valeur-produit, coût logistique qui est vraiment défavorable sur l'alimentaire, avec des produits peu coûteux et une logistique qui peut être très coûteuse en fonction du poids. Donc le Drive est vraiment une réponse qui fonctionne bien, et c'est pour ça qu'il continue de progresser, il continue de recruter des acheteurs, et il représente le panier moyen le plus élevé de tous les circuits e-commerce, avec un panier moyen de 73 euros. Voilà. Autre enjeu fort aussi sur la logistique, et on en reparlera demain sur un webinaire dédié, c'est tout ce qui est quick commerce, hub urbain, solutions logistiques qui se mettent en place sur le dernier kilomètre, qui est très important sur l'alimentaire, en ajoutant la contrainte du frais. Donc vraiment une complexité qui est en train d'être traitée par les opérateurs. Et dernière opportunité que j'ai notée un peu dans ma revue de marché pour augmenter le panier moyen, c'est tout ce qui est box à cuisiner, qui fonctionne très bien en ligne, à l'image de HelloFresh. Ça apporte une réponse vraiment cohérente avec les modes de vie des ménages, moins de temps pour cuisiner, moins de temps pour faire les courses, etc. Vraiment, sur cette partie alimentaire et vin, je vous invite à regarder les webinaires des années précédentes, puisqu'on a fait vraiment un webinaire dédié 100% au drive la première année, un deuxième webinaire sur le bio en ligne, et l'année dernière, on a fait tout un webinaire sur la vente de produits alcoolisés en ligne. Donc, si vous voulez plus de détails, vraiment, n'hésitez pas à se rapporter à ces fichiers-là. Après cette première phase, cette première partie assez dense, et je m'en excuse, sur les chiffres et l'état des lieux à date, nous vous proposons une deuxième partie avec un tour d'horizon des grandes tendances qui structurent le marché e-commerce en 2026. L'idée, là encore, c'est pas de rentrer dans les détails et dans des applications concrètes par catégorie, mais bien d'explorer les grands enjeux de façon macro pour introduire les webinaires qui vont suivre. Donc, si on commence par regarder d'un point de vue des acteurs en place, on l'a vu hein, déjà, il y a une prédominance des plateformes, et tout type de plateformes d'ailleurs, aussi bien les places de marché que les réseaux sociaux, que les plateformes de seconde main. C'est vraiment incontournable. Les plateformes sont incontournables pour se développer en ligne aujourd'hui. On va parler d'abord des marketplaces, puisqu'elles captent aujourd'hui presque
90% des ventes en ligne, donc c'est vraiment énorme. Pourquoi? Parce qu'elles ont su diversifier leurs vendeurs tiers et elles ont une logistique qui est parfaitement maîtrisée et un service client vraiment automatisé. Donc ça, on ne peut pas y échapper. Et quand on regarde le classement des sites les plus visités dans le monde, on comprend où se concentre l'attention des consommateurs et quelles infrastructures dominent vraiment l'accès au commerce, au e-commerce mondial. Pour vous qui vendez en ligne, cette concentration, on va dire, pose un double enjeu. Donc, il y a vraiment une nécessité de renforcer son expertise sur les marketplaces. Et ça, c'est aussi un webinaire qu'on avait abordé il y a quelques années, notamment les marketplaces B2B. L'enjeu, c'est de rester visible dans des univers qui sont très compétitifs. Faut aussi s'assurer de ne pas être totalement dépendant de ces plateformes en consolidant d'autres canaux directs et alternatifs. Un autre type de plateforme, puisqu'on est sur la slide plateforme, ce sont les réseaux sociaux, sur lesquels nous avons fait aussi un webinaire. Je redirige vers tout ce qu'on a déjà fait, puisqu'il y a eu pas mal de choses. L'année dernière, les réseaux sociaux sont incontournables pour engager davantage vos consommateurs, et ça tout au long du tunnel de vente, de la découverte à l'acte d'achat. Mais ils vont encore plus loin, en fait, ces réseaux sociaux en 2026 et même dans les années précédentes, mais ça ne nous atteignait pas trop en France, avec le social commerce, qui consiste à vendre des produits sur les réseaux sociaux avec des contenus sur lesquels l'achat est intégré au contenu, en fait. Euh, En général, ça se fait via de la vidéo et notamment via du live. Et là, un chiffre qui est aussi assez parlant, c'est qu'on obtient des taux de conversion 10 fois supérieurs à ceux de l'e-commerce classique via des lives. Donc, c'est vraiment un canal de vente qui monte en flèche et notamment sous l'impulsion du leader dans ce domaine qui est TikTok Shop. Qui s'est lancé, donc TikTok qui s'est lancé depuis peu dans la vente de produits en ligne. Et la plateforme est aujourd'hui accessible dans 6 pays européens, dont la France depuis avril 2025. Donc la stratégie là vraiment de TikTok, c'est d'ouvrir des entrepôts en Europe pour réduire euh, drastiquement ce qu'on appelle le time to market d'un produit qui serait viral. Il y avait vraiment un délai vu ce qui faisait venir leurs produits de leurs entrepôts en Asie. Maintenant, on a vraiment une réactivité qui est incroyable là-dessus. Donc ça, à suivre en 2026. Enfin, troisième type de plateformes qui font l'e-commerce en 2026, ce sont les plateformes de seconde main. Et on voit des pratiques de consommation responsable s'ancrer dans ce paysage. Ces plateformes ont un chiffre de plus 30% en France. Et ça répond vraiment à une attente, même si on note vraiment une ambivalence des consommateurs, hein, puisque 80% des Français affirment vouloir consommer responsable et en même temps, Shein et Temu ont livré 800 millions de colis en France en 2024, selon l'Institut de la mode. Donc voilà, on a une ambivalence, mais comme sur tous les circuits. Dans les 5 minutes qui restent, on va finir avec l'IA. Bien sûr, vous ne pouvez pas parler des tendances e-commerce sans parler d'IA. Alors, Nora s'y attardera beaucoup plus, mais en gros, l'IA s'intègre à tous les niveaux de l'e-commerce, que ce soit au niveau du parcours d'achat ou des opérations e-commerce. Elle est plus seulement un outil d'appoint, mais bien, elle est vraiment au cœur du processus. Et hop, ça permet de personnaliser l'expérience client. Alors très concrètement, vous avez des algorithmes qui croisent des historiques, des comportements d'achat, voire même la météo, pour vous faire des recommandations produits, des contenus adaptés. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la personnalisation prédictive en temps réel. Et on va même plus loin en 2026 avec l'arrivée du commerce agentique. Vous en avez peut-être entendu parler. Si je vulgarise, c'est agentique pour agent IA. Et un agent IA, c'est un système logiciel qui utilise l'IA pour atteindre un objectif et effectuer des tâches de façon assez autonome. Donc là, l'IA vraiment ne se limite plus seulement à des recommandations, mais est vraiment un assistant d'achat, capable de rechercher, de comparer et même d'acheter des produits pour vous. Et si on parle IA, on parle aussi automatisation opérationnelle. C'est l'énorme avantage hein, de l'IA et notamment pour nos types de structures. Si on automatise nos opérations, bien sûr, on va avoir plus de satisfaction client, plus de conversion. Et donc, ça vient enrichir toute la chaîne de valeur e-commerce. Si l'automatisation progresse, je vous ai mis ça, ça m'a fait sourire. Le besoin de lien humain se renforce aussi.
On parle donc aujourd'hui de B2H pour Business to Human. Donc l'idée, c'est de remettre quand même l'humain dans le processus d'achat en ligne, d'autant plus que plus de 80% des consommateurs rachètent après une expérience émotionnellement positive. Donc l'idée, c'est d'automatiser des étapes où l'humain a peu de valeur ajoutée, mais pour garder de l'humain à des valeurs fortement engageantes, à des stades fortement engageants. Et enfin, une dernière slide pour signifier que ce qui était auparavant considéré comme un avantage concurrentiel est devenu en fait un basique en e-commerce. Que ce soit sur la logistique, sur l'achat ou sur la donnée, ce sont trois domaines en fait sur lesquels, si on était performant avant, c'était un avantage concurrentiel. Là, on est vraiment maintenant sur presque un prérequis de survie. L'expérience e-commerce est devenue vraiment une expérience sans couture, fluide, avec le moins de friction et d'irritants possible. Et donc aujourd'hui, il paraît inconcevable de ne pas proposer à vos clients plusieurs solutions de livraison, de paiement, d'autant plus quand on voit que 60% des consommateurs choisissent un site selon les options de livraison. Donc c'est vraiment important. C'est pareil pour le règlement. On voit aussi l'apparition et la démocratisation de nouveaux modes de paiement comme le Wero, donc c'est les virements instantanés, qui sont une alternative de plus à ajouter au réseau carte. Et c'est déjà mis en place par des acteurs comme Leclerc Drive. Et finalement, pour clôturer, on va dire qu'un travail abouti sur la data est devenu vraiment une question de survie. Toutes les analyses montrent qu'une donnée mal structurée dégrade toute la chaîne de valeur e-commerce, donc marketing, logistique, paiement, service client, etc. Et donc, il y a un vrai travail à faire là-dessus, mais qui dit centralisation de la donnée, interconnexion, dit aussi vulnérabilité augmentée, et c'est pourquoi le webinaire que nous vous proposerons en clôture de semaine e-commerce est essentiel. Un webinaire sur la cybersécurité, où notre intervenante de Cyberrock reprendra tous les risques que vous avez à toutes les phases de votre site Internet. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Pour clôturer, le mot de la fin, il y a beaucoup de tendances, c'est très très dense, très capitalistique, c'est un environnement très concurrentiel. Donc peut-être pour les entreprises, les TPE, PME que nous sommes, l'idée c'est pas de suivre toutes les tendances, mais bien d'exploiter celles qui font gagner du temps et de la visibilité et du chiffre facilement. Notamment exploiter l'IA comme un assistant et automatiser l'essentiel pour garder de la valeur sur l'humain et sur ce qui fait votre authenticité. Voilà, donc c'était assez dense. L'idée là, c'est, avant de passer la parole à Nora et on va basculer sur une autre visio, je vous inviterai à cliquer sur le lien que Julie vous envoie. Si vraiment il y a des choses que vous avez identifiées, des sujets que vous souhaiteriez creuser sur de prochaines éditions de la semaine e-commerce, n'hésitez pas à le signaler dans le formulaire de satisfaction qu'on vous fera suivre, puisqu'en fait, vraiment, on adapte nos contenus à vos attentes. Donc, voilà. Je sais pas trop si on n'a pas eu le temps de prendre, je sais pas s'il y a eu des réactions sur le chat ou quoi. Il reste 1 minute, donc c'est parfait. Je vous invite vraiment à basculer sur le webinaire suivant, d'autant plus qu'il ne sera pas enregistré, parce que l'IA, en fait, ça change tous les jours, donc ce qu'on dit un jour évolue le lendemain. Et nous avons vraiment une intervenante précieuse, docteur et consultante et formatrice en IA. Voilà. Donc merci à toutes et à tous, et on bascule sur l'autre visio.